place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La cathédrale la plus célèbre de Russie, celle du Sauveur-Christ, est une des principales cathédrales de Moscou. Les offices religieux solennels, en l'honneur des fêtes orthodoxes principales, passent dans cette cathédrale en rassemblant les croyants de tous les coins de la Russie. En fait, la cathédrale que vous avez devant vous est une reconstruction de la précédente. Le désaccord avec l'idéologie de l'athéisme dominante en URSS était devenu la raison de sa destruction. Staline la fit dynamiter en décembre 1931. Au mois de février 1990, le Saint-Synode de l'Église orthodoxe s'était adressé au gouvernement avec la demande de rétablir ce temple glorieux. En 2000, celui-ci, rétabli complètement, fut consacré aux offices religieux. Ce très bel ensemble architectural est situé relativement près du centre de la capitale, au sud-ouest sur une boucle de la Moskova. Il fut fondé en 1524 par Basile III pour commémorer la prise de Smolensk, alors aux mains des Polonais. Couvent pour nonnes à l'origine, le monastère accueillit notamment Sophie, la sœur de Pierre le Grand, et Eudoxie, sa première épouse, enfermée sur ordre du tsar dans ce haut lieu de la spiritualité et de l'identité nationale russe. Quand on a chassé des Polonais du Kremlin, vous verrez Basile le Bienheureux. Après, on verra le fête maréchal Kutuzov, Suvorov, la Catherine la Grande, 18e. Kutuzov, la guerre contre Napoléon. Voilà. Et ça se termine par Lénine. C'est modeste, seulement 29 étages. C'est tout près de l'autoroute que nous suivons maintenant. Et regardez si au plein profond de ce quartier des gratte-ciel, vous verrez le tour carré avec les lampes des couleurs différentes. À droite, les bâtiments qui ont l'aspect des livres verts, ce sont les ministères. À gauche, les appartements de Nikita Khrouchtchev, Brezhnev, Suslov, Andropov, Chernenko.
considérer que c'est quand même c'est un peu de païen. C'est quelque chose de païen, ce qui vient, parce que nous avons été tous païens avant la christianisation. Voilà. Mais comme on a refusé, voilà, tous ces idoles qui étaient présentes, les statues, voilà, on a eu quand on était païen. Voilà. Ça, c'était comme ça au passé. Vous voyez, on a déjà sursauté. Voilà, on a passé déjà cette période. Et ça n'était pas tellement accepté. Mais quand même, il y avait 4 endroits où on les continuait à voir. Il y avait beaucoup de lectures dans les autres, durant le film. Mais Pour naviguer de Moscou à Saint-Pétersbourg, nous allons emprunter 17 écluses, parcourir 1495 km de navigation et 162 mètres de dénivellation en passant par la Moskova, le canal de Moscou, la Volga, le réservoir Rybinsk, la basse et haute Chexna, le lac Blanc, la Kochva, le lac Onega, le lac de Svir, le lac Ladoga, la Neva et finalement le golfe de Finlande pour l'ancrage final. Durant cette croisière, à partir de Moscou, nous ferons escale à Ouglitch, Goritsi, Kiji, Mandroga et Saint-Pétersbourg avec notamment Peterhof, à quelques kilomètres de la mer Baltique. Quelle belle arrivée à Ouglitch. Après un long méandre de la Volga, on découvre, blotti au milieu d'un écrin de verdure, Ouglitch, préservant son patrimoine remarquable, notamment la resplendissante église Saint-Dimitri avec ses bulbes bleus, parsemée d'étoiles, derrière laquelle se dresse la cathédrale de la Transfiguration, tout aussi enchanteresse. Les murs peints en rouge de l'église Saint-Dimitri évoquent le sang versé en ces lieux en l'an 1591. Cette église, elle s'appelle l'église de Saint-Dimitri sur le sang versé. La cathédrale de la Transfiguration du Sauveur d'Ouglitch, datant du XVIIIe siècle, au bulbe vert, n'est ouverte au culte que lors des fêtes religieuses. La majorité du temps, c'est en quelque sorte un musée apprécié par ses nombreuses icônes. On décèle dans les ornementations intérieures l'influence de la Renaissance italienne. Un peu plus loin, ce sont deux femmes qui chantent en chœur. En fait, des professeurs qui étaient venus animent l'endroit pour les visiteurs afin d'arrondir leur salaire de misère.
Mesdames et messieurs, c'est mon privilège d'ouvrir ce moment un peu privilégié que nous organisons chaque année lors d'un grand voyage. C'est celui qui se traduit par un apéritif ou un cocktail. Aujourd'hui, c'est un cocktail un peu particulier parce que ça sera un cocktail où vous allez apprendre un certain nombre de choses. Alors, je ne vais pas vous faire un long discours. Et j'aimerais également souhaiter la bienvenue à celles et ceux qui participent pour la première fois à un voyage avec l'Amicale des retraités. Ce voyage n'aurait pas été possible, bien entendu, sans l'appui de Frédéric Pascal et, bien entendu, de Genève Tour et du Rivage du Monde qui, je dois le dire, jusqu'à présent, fait un sans faute. Et je me réjouis des jours qui restent encore jusqu'à samedi prochain. Pour moi, c'est toujours un honneur et un plaisir de vous proposer de beaux voyages comme celui-ci. Très heureux également de pouvoir vous donner satisfaction et de voir que vous êtes heureux avec nous à bord. Parce que pour nous, on travaille avec le comité depuis de nombreux mois pour la préparation de ce voyage. Voilà, mesdames, messieurs, et nous aussi, on va commencer par dire merci à tous les organisateurs et participants d'être venus chez nous et d'avoir eu cette excellente idée de faire pendant la croisière non seulement un cocktail de présentation, de connaissances, mais un cocktail dégustation de la vodka. Donc vous voyez que nous avons fait une petite sélection de vodkas qui sont très différentes. On va procéder à la dégustation de la première vodka. Pour ceci, prenez s'il vous plaît dans la main droite votre verre de vodka Stolichnaya. Prenez s'il vous plaît dans la main gauche le petit canapé que vous voyez sur votre assiette. Prenez avec des œufs de saumon ou du saumon. Za zdarovie. Je vous rappelle, on prononce le toast, on trinque, on expire, on boit que sec, on avale, on mange et on inspire. Vous avez noté, mesdames, messieurs? Eh bien, tous ensemble, za zdarovie. Fondé en 1397 par le moine Cyril, suite à une vision de la Sainte Vierge, le monastère acquiert peu à peu une grande réputation grâce à la communauté monastique qui s'est rapidement formée. Il représentait une forteresse aux frontières nord-ouest de l'État russe,
Ces murs furent construits entre le XVe et le XVIe siècle et fut agrandi au XVIIe siècle. Il est entouré de 730 mètres de remparts. L'ensemble du monastère s'étend sur 11 hectares et comporte une cathédrale et 13 églises. C'est-à-dire la superficie de la région de Vologda est égale à la superficie totale de 4 pays européens, la Belgique, la Suisse, le Danemark et le Pays-Bas. Et c'est le très bel lieu de notre ville, le centre de la ville Kirilov. Donc, mesdames et messieurs, nous nous approchons du monastère Saint-Cyril du lac Blanc. Tout au long de son histoire, le monastère fut un endroit isolé pour la prière et un refuge contre le monde. Il a cependant aussi rempli d'autres fonctions, comme par exemple poste d'avant-garde ou de prison au temps d'Ivan le Terrible. Actuellement, il sert de musée-réserve d'art et d'histoire de la ville. Le monastère Saint-Cyril du lac Blanc est un des plus anciens de Russie. Il se situe au sud du lac Blanc. On y accède en accostant le petit village de Kirilov. Vous pouvez comparer les photos. Vous voyez le bâtiment, le palais du supérieur au début du XXe siècle et après les premiers travaux de rénovation au XXe siècle. Dans chaque église orthodoxe russe, il y a beaucoup d'icônes. Toutes les icônes se trouvent dans l'iconostase. L'iconostase, c'est par l'autel dans l'église. Au XVe, au XVIe siècle, l'iconostase de l'église principale de ce monastère se composait de 4 rangées d'icônes. La première rangée est nommée la rangée locale, parce que dans cette rangée, il y avait quelques icônes avec les images des saints locaux, l'image de Saint Cyril par exemple. Ces portes royales se trouvaient dans le centre de la première rangée, et ces portes en bois ont été faites pour la première église en bois de ce monastère. Et cette icône se trouvait dans la même rangée. Cette icône est la plus ancienne dans ce musée. Elle a été peinte au début du XVe siècle. L'icône est nommée la Dormition de la Sainte Vierge. Vous savez qu'il existe 2 termes. Le terme catholique est l'Assomption. Le terme orthodoxe est la Dormition. Slava
est une île du lac Onega dans le nord de la Russie européenne en République de Carélie. Elle est longue de 7 km et large de 500 mètres. Elle est entourée d'environ 5000 îles et îlots, dont certains ne mesurent pas plus de 2 mètres de diamètre. L'île de Kiji est mondialement célèbre pour son enclos paroissial constitué de 2 églises du XVIIIe siècle et un clocher octogonal entouré d'un enclos, le tout édifié en bois. Le joyau de cet ensemble unique est l'église de la Transfiguration, ouvrage de charpente coiffée de 22 bulbes argentés formant une sorte de pyramide. Elle contient une belle iconostase baroque. L'église de l'Intercession de la Vierge, surmontée de 9 bulbes, a été édifiée à proximité en 1764. La couverture de ces 2 édifices est elle-même en bois et le tout a été assemblé sans clous ni vis ou pièces métalliques. Pour y vénérer les dieux païens. C'est-à-dire les habitants de toutes les îles avoisinantes arrivent dans l'île Kiji pour prier leurs dieux païens. Les premiers Slaves apparaissent ici au XIe siècle. Ce sont les habitants de Novgorod. Je vous rappelle qu'à cette époque-là, la Russie est morcelée en principautés indépendantes et différentes, et une des principautés la plus influente et la plus forte, c'est la principauté juste au-dessus de la colline. Qu'est-ce que tu cherches? La lune. Mandroga est un ravissant village de Carélie situé sur les rives du Svir, le fleuve qui relie le lac Onega au lac Ladoga. À l'origine, Mandroga était un ancien village de pêcheurs qui a été abandonné par ses habitants. Mandroga a revu le jour en 1996. Il s'agit d'un village artificiel entièrement destiné aux touristes où l'on voit se succéder les isbas, traditionnelles fenêtres décorées de dentelle en bois, construites dans le style paysan du XIXe siècle. Véritable temple de la consommation touristique, le village propose de nombreuses activités et découvertes autour de la Russie du XIXe siècle. Voilà, santé! Voilà, ça y est, santé! Extra! Merci!
On se croirait en Russie. Nous voici à Saint-Pétersbourg, la Venise du Nord, la ville des tsars, l'une des plus belles cités au monde. Elle compte presque 5 millions d'habitants et fait partie des plus grandes villes septentrionales au monde, à proximité du cercle polaire, à la hauteur du sud de l'Alaska et du Groenland. Saint-Pétersbourg est construite sur les rives de la Neva, à l'endroit où cette dernière se jette dans le golfe de Finlande, en mer Baltique. Saint-Pétersbourg est édifié sur 42 îles du delta de la Neva et possède plus de 300 ponts. Fondée en mai 1703 par Pierre le Grand, qui voulait ainsi ouvrir une fenêtre sur l'Europe, Saint-Pétersbourg fut la capitale de l'Empire russe du XVIIIe au XXe siècle. Elle est aujourd'hui un centre culturel éminent à l'échelle européenne. Il y a beaucoup de boutiques, il y a beaucoup de magasins, il y a beaucoup de restaurants. Donc l'avenue Nevski, là on trouve tout. Si un Pétersbourgeois veut faire une promenade,
100% il vient ici. Impossible de parler de Saint-Pétersbourg sans évoquer les dizaines d'églises qui la composent. Parmi les plus célèbres d'entre elles, on citera évidemment la cathédrale du Saint-Sauveur sur le sang versé. Ce nom fait référence au sang du tsar Alexandre II, mortellement blessé lors d'un attentat le 13 mars 1881. L'intérieur est tout aussi grandiloquent que l'extérieur. Au-dessus de nos têtes, des milliers de mètres carrés de mosaïques de smalte qui racontent le Nouveau Testament. Pas étonnant d'apprendre qu'il fallut près de 12 ans à une trentaine d'artistes russes pour réaliser la déco intérieure. L'impératrice Élisabeth, première du nom, ordonne en 1752 l'édification de ce qu'elle souhaite être la plus belle résidence au monde. Le très renommé architecte italien Bartolomeo Rastrelli met alors tout son talent pour réaliser la volonté d'Élisabeth. Inauguré en 1756, son palais fut baptisé Ekatérinskaïa Dvorets, le palais de Catherine en l'honneur de la mère de l'impératrice. Par la suite, Catherine II agrandit les constructions déjà existantes et choisit d'aménager de grands jardins à l'anglaise dans son parc. De l'autre côté de la Neva se dresse le palais d'hiver, dont la caractéristique est la couleur pistache de ses murs richement décorés. On y trouve une partie des collections du célèbre musée de l'Ermitage réparties en 5 édifices. Le petit, l'ancien et le nouvel Ermitage, le théâtre de l'Ermitage ainsi que le palais d'hiver. Plus de 3 millions d'œuvres d'art appartiennent au musée de l'Ermitage, mais seulement 60 000 d'entre elles sont exposées au grand public. Le musée à lui seul emploie plus de 2000 personnes à Saint-Pétersbourg, mais également à travers le monde pour la promotion des collections et les partenariats étrangers. Si Saint-Pétersbourg doit beaucoup à Pierre le Grand, l'Ermitage est bien l'œuvre d'une femme, l'impératrice Catherine II.
tant par l'amour de l'art que pour trouver sa place parmi les mécènes européens de l'époque, elle achète une collection destinée au roi de Prusse dont le royaume avait fait banqueroute. Le palais d'hiver est rapidement enseveli sous la soif des beaux-arts des tsars. Le musée privé s'agrandit. En 1825, quelques salles présentant des œuvres essentiellement russes s'ouvrent à quelques privilégiés. Il faut attendre 1922 pour que l'Ermitage soit entièrement accessible au grand public. Visiter l'Ermitage, c'est avoir la chance inouïe de découvrir à la fois l'un des plus beaux palais de Russie, perle de l'art baroque et des chefs-d'œuvre des beaux-arts mondialement reconnus. Et toujours la lumière qui éclaircit le visage du personnage. Un autre tableau qui est exposé là, c'est juste en face d'Anaïde. Le plus important, c'est le pardon et l'amour. C'est le père. Regardez, le père qui est âgé, il est aveugle, il est faible, mais il protège son fils. Remarquez que les mains du père sont posées sur les épaules, vraiment la femme du peintre. Et on sent cette ambiance d'amour, n'est-ce pas? Les gens qu'on voit maintenant dans la rue, ce sont les Pétersbourgeois qui se déplacent pour leur travail, par exemple. Les touristes russes sont déjà partis. Il y en a, mais très peu parce que bon, la rentrée, c'est le 1er septembre. Oui, c'est pour ça que tous les gens sont déjà rentrés chez eux. Et voilà, regardez, mesdames et messieurs, nous entrons dans la partie d'apparat de Saint-Pétersbourg et les illuminations font ressortir tous les éléments de décor de ces hôtels particuliers, les hôtels qui appartenaient aux hauts dignitaires. Les chantiers de la ville travaillaient des paysans et des soldats russes, des prisonniers suédois, des Finnois, des Estoniens qui peuplaient cette région. La population manquait Pierre-Édith Lecazes selon lequel chaque famille noble russe doit se faire construire une maison à Saint-Pétersbourg. Galerie marchande de style classique. Ce style a été répété plus tard dans toutes les grandes villes russes. Ici, vous voyez 2 étages et c'est un périmètre de 2 kilomètres. Voilà, ici. Ça y est.
Eh ben, le premier qui avance, il va y avoir droit. Hein. Une autre résidence d'été des Tsars est visible dans la ville de Peterhof, anciennement Petrodvorets, le palais de Pierre. Pierre le Grand est en effet à l'origine de ce somptueux complexe de demeures et de jardins. C'est au retour d'un voyage en France et d'une rencontre avec la cour de Versailles que le tsar ordonne la construction de ce palais. Il souhaite alors que la beauté de sa résidence impériale rivalise avec celle de son homologue français. En 1723, son rêve est réalisé. Toute la splendeur du Grand Palais, de ses grands parcs, est sublimée par l'emplacement extraordinaire du complexe, surplombant le golfe de Finlande et défiant ainsi les frontières de l'Europe. Le golfe de Finlande est un bras oriental de la mer Baltique. Le delta de la Neva, au fond de ce golfe à l'est, offre une ouverture maritime à la Russie. Plusieurs grandes villes sont en bordure du golfe, Saint-Pétersbourg, Tallinn et Helsinki. L'enjeu stratégique de ce golfe est relativement important pour la Russie, puisqu'il représente une des 4 façades maritimes donnant sur des mers non fermées, avec la mer Blanche, la mer Noire et l'océan Pacifique. 85 habitants de 45 mètres. Après le pont bleu, voilà, c'est le deuxième d'après sa largeur de Saint-Pétersbourg. Regardez la belle grille de ce pont, ceux qui sont dehors, vous pourrez faire de belles photos, c'est comme la dentelle de verre. Maintenant on passe sous le pont rouge. Il y a des ponts de couleur sur cette rivière. Attention à la tête. Attention à la tête. Attention. Et dès qu'on passe, c'est ici dans ce bâtiment qui est à gauche qu'on a vu la collection de Rembrandt, les tableaux de Rembrandt, les tableaux des petits peintres hollandais. Et plus loin, du même côté, à gauche, les loges de Raphaël. Revenons à présent au cœur de Saint-Pétersbourg pour un dernier aperçu de la Venise du Nord. Dans une dernière œillade, nous découvrons encore de nouveaux palais, de nouvelles échoppes, de nouvelles envies. Décidément, la Russie semble nous captiver par sa démesure et son charme unique, et voyager sur ses voies fluviales est sans doute l'une des plus passionnantes opportunités de découvrir ce pays majestueux. C'est pour ça qu'il a fait construire ce château. C'est le seul château de la Russie construit comme les châteaux de l'Europe médiévale. Regardez, il a la forme carrée. À l'intérieur, il y a une cour. Qui sont privés. Et les banques qui sont apparues, qui ont été fondées à la fin du 19e. Voilà, les appartements. Jusqu'à nos jours, ce sont les appartements à votre gauche.
Il date du 19e siècle. Auparavant, à cette époque-là, tous les ponts sur la Concarta avaient le même aspect. Voilà la Venise du Nord. On passe juste près du clocher. Et elle est belle en été quand il y a des rayons de soleil, oui, qui brillent, les coupoles brillent. Que les appartements, jusqu'à nos jours, ce sont les appartements. C'est tout simplement le style, les néo-styles, oui, qui était à la mode. C'est pas tout à fait néo-renaissance ou mauresque, mais les couleurs ne sont pas joyeuses. Oui, parce que même après l'assassinat en émigration, Félix Yusupov, il a écrit peut-être. Voilà, c'est ici où se déroulait le déroulement de la fête. Ils ont constaté que c'est la meilleure acoustique du monde. Notre gauche, les palais construits pour les familles nobles du XVIIIe siècle. Allez, Marie. Champion. Bah si. Allez. On te connaît, toi. Prochain. Faites un bisou, les dames. Ah, il va faire du cinéma, lui. Il a vu qu'on était les meilleurs. Oh